Vous entendrez parler d'actes charnels, sanglants, contre nature, d'accidents expiatoires, de meurtres involontaires, de morts causées par la perfidie ou par une force majeure, et pour dénouement de complots retombés par mépris sur la tête des auteurs. C'est pas moi qui le dis, mais Shakespeare, et en fait c'est du Star Wars, puisque sur cet épisode, je vous propose de revoir la Guerre des Étoiles à travers le prisme du barde de Stratford-sur-Avon. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Je suis ravie de pouvoir concrétiser un très vieux projet que j'avais entamé à l'époque de mon blog sur Tumblr, donc c'est dire si ça remonte, et avec lequel on avait longtemps flirté du temps des Lucasfilms, et qui est de vous parler des parallèles entre les pièces de William Shakespeare et les films Star Wars. J'en profite au passage pour faire coucou à mon ancienne complice Aurélie, si elle me fait l'amitié d'avoir traîné par là. Et bah tu vois, j'ai ressorti ma pelle et mon seau pour aller fouiller dans le bac à sable, mais cette fois, j'ai aussi sorti ma fraise élisabéthaine en espérant que je vais pas finir par les sucrer, les fraises. Donc Star Wars et William, et pas John en plus, pas que je ne prétende aucunement être la seule à voir ces points communs, puisque je pense que George Lucas himself et les différents scénaristes l'avaient en tête et que vous avez pu croiser ces références dans des articles auparavant. Et en rappelant évidemment l'excellent projet de l'auteur Ian Dosher qui a publié une adaptation façon théâtre shakespearien des films de la série. Parce que oui, Star Wars, c'est un grand spectacle, empli de bruit de taille et de fureur de revanche des Sith. Je vais donc vous proposer 3 épisodes, un pour chaque trilogie, c'est super original, des influences de pièces spécifiques de Shakespeare sur les personnages et les intrigues des films Star Wars, et vous allez voir qu'on est parfois extrêmement proche du modèle, avec quand même cependant quelques petites variantes intéressantes, parce qu'encore une fois, je ne prétends pas non plus que c'est complètement pompé sur Shakespeare. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par la trilogie originale et donc poursuivre logiquement dans l'ordre de sortie des trilogies. 2 pièces ont visiblement servi de repère sur l'ensemble de la trilogie originale, mais je voudrais d'abord préciser de manière générale que même si Lucas écrit parfois gauchement certains de ses dialogues, on en recausera ou pas sur la prélogie, il y a quand même des effets de style qui semblent bien empruntés au modèle shakespearien. D'abord, la durée des films est quasiment celle d'une pièce de théâtre élisabétain, plus proche de 2 heures que de 1h30 somme toute, et tu pourrais découper sans trop de problèmes en actes et en scène le film, ce que Dosher d'ailleurs a très bien transposé dans ses adaptations. Et puis on a cet effet de déroulant au début qui rappelle immédiatement les ouvertures en prologue de certaines pièces, pas toutes, avec le chœur hérité du théâtre antique. On a également dans l'écriture même le mélange entre un style soutenu, employé par exemple dans l'épisode 4 principalement par Obi-Wan, Vador, C3PO et occasionnellement par Leia, alors que les autres personnages vont employer des tournures et du vocabulaire plus familier, un mélange entre vers et prose quasiment, également entre accent anglais et américain, et on se souviendra ou pas du piteux essai d'accent de Carrie Fisher dans ses premières scènes en version originale, ce qui au passage a été très bien traduit en version française avec l'utilisation de tournures parfois assez archaïques. Cette ville est le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie. Ce mélange de styles, et pas que dans les tragédies d'ailleurs, car se côtoient des personnages de différentes couches sociales et que même les tragédies vont présenter des scènes comiques ou bouffonnesques avec des personnages de clowns tragiques ou d'idiots du village, et là aussi on aura l'occasion d'en reparler sur la prélo si vous voyez ce que je veux dire. L'univers de Lucas se construit de la même manière que l'univers shakespearien, entre truands, gens de la haute, magiciens chelous, ressorts comiques, amoureux face au destin qui s'acharne, jeunes héros rebondissant au doute existentiel, méchant charismatique quand même, et donc les effets de langage et les ruptures de style et de ton qui vont avec. J'ajoute au tableau que même si la distribution du trio est américaine, Lucas a quand même eu à cœur de tourner dans des studios britanniques et a rapidement fait intervenir des acteurs anglais, d'ailleurs la plupart issus d'une formation très classique, donc shakespearienne. Alors si Kurosawa a une influence créditée en particulier sur l'épisode 4, Kurosawa, on le rappelle, n'a rien contre le shakespearien, comme le prouve son lyre qui avait été réinterprété dans le film Ran. Clairement, Toshiro Mifune, l'acteur fétiche de Kurosawa, aurait donné une tonalité particulière au rôle d'Obi-Wan, mais au final, se retrouver avec Alec Guinness va bien accentuer l'héritage de Shakespeare. Acteur de ciné, certes, mais au théâtre, Alec Guinness aura pratiqué, notamment à l'Old Vic, les pièces incontournables du barde. La voix de Vador est celle d'un acteur américain, certes, mais James Earl Jones est sans
conteste un des plus shakespeariens des acteurs américains, avec un début de carrière très marqué par des productions du dramaturge, dont bien sûr Othello. Il faudra en reparler, j'aurai l'occasion, mais pas dans cet épisode, mais aussi un roi Claudius dans Hamlet, et ça m'intéresse un peu plus. De même que ça m'intéresse quand même fortement que James Earl Jones ait été repris pour incarner la voix de Mufasa, donc le papa, dans Le Roi Lion, qui est très clairement inspiré de Hamlet. Évidemment, Anthony Daniels a été formé aussi au théâtre britannique, et puis plus tard dans la trilogie, comment oublier Ian McDiarmid, qui aura usé ses fonds de culotte dans la Royal Shakespeare Company, dans le répertoire de Shakespeare, donc, oui, Palpatoche est bien un personnage de Shakespeare. Et puis je souligne tout particulièrement la fin de l'épisode 4, où les personnages vont se retrouver sur une estrade pour la remise des médailles, se retournant vers les spectateurs comme des acteurs prêts à saluer le public au moment des applaudissements. Voilà pour des remarques assez générales, mais qui vont se maintenir sur les 3 trilogies au niveau du cadre et du style. Pour les 2 pièces en question, vous devriez me voir venir avec mes lourds sabots et mon titre de vignette. On va partir sur Hamlet pour tout ce qui touche au personnage de Luc, et du côté de sa jumelle, sur beaucoup de bruit pour rien dans sa relation très jubilatoire mais très tumultueuse avec Han Solo. Et on va commencer par les amoureux justement, les ô combien nombreux parallèles entre Béatrice et Bénédicte dans Beaucoup de bruit pour rien d'un côté, et Han et Leia dans la galaxie très très lointaine. Le couple chamailleur pourrait être considéré comme une intrigue secondaire, mais ne vous y trompez pas, ils sont la star du show et volent la vedette à chacune de leurs scènes. Ils sont le prototype des rom-coms d'amoureux querelleurs, ce que d'aucuns vont étiqueter assez vite et de manière un peu abusée comme de la relation ennemi à amant. Alors, c'est abusé parce qu'ils sont du même bord, c'est juste qu'étant tous deux têtus, intelligents et vifs à la répartie qui tue et la réplique mordante, chacune de leurs rencontres va faire des étincelles. Et franchement, on est là pour ça. Le célibataire convaincu misogyne et la femme indépendante et forte en gueule, un duo gagnant, que ce soit dans les séries américaines si vous pensez à Claire de Lune, au cinéma avec le couple emblématique de Katharine Hepburn et Spencer Tracy, et une tripotée de dramas chinois ou coréens parce qu'on résiste difficilement à la tension sexuelle qui se dégage de leur prise de bec et qu'on se retrouve à compter les points en croisant les doigts pour qu'enfin ils s'avouent leurs sentiments et que l'un d'eux finisse par faire le premier pas. Et ça peut nous tenir en haleine sur parfois plusieurs saisons, parce que si c'est pimenté avant, on imagine bien le caliente que ça peut donner dans des draps. Bénédicte donc n'est pas pilote, c'est un militaire, mais du point de vue de Béatrice, il va qualifier parfaitement en bon à rien, si prétentieux, si imbécile, si mal fichu. Les dialogues se recoupent parfaitement entre les prises de bec de Béatrice et Bénédicte et celles de Anne et Léa. Le sarcasme dégoulinant, les coups au-dessus et en dessous de la ceinture. Du point de vue de Bénédicte, au début de la pièce, Béatrice est une virago, une pestilence qui empoisonne tous au monde, qui ne montre que du dédain et que seul un fou pourrait vouloir approcher. Épisode 4, entre la sortie par le vide-ordure organisé par Léa et sa manière de leur parler, Anne va complètement partager les mêmes sentiments. Comme Bénédicte, bien qu'ayant eu des aventures, il n'a aucunement l'intention de se mettre un fil à la patte et a tendance à traîner toujours avec un meilleur compagnon. L'amour, le sentiment, c'est pas son truc, mais la bromance, oui. Quant à Béatrice, elle n'hésite pas à le traiter de tous les noms et ne l'estime pas comme aussi noble et méritant que ses compagnons d'armes. C'est une femme à poigne et dans une autre société où armée d'un blaster, clairement elle ferait des dégâts. Notez que la majorité de leur passe d'armes va se passer en public, tout comme Anne et Léa vont se friter régulièrement face à une assistance où certains vont demander du popcorn et d'autres sont gênés, car c'est un peu comme surprendre papa-maman au pieu. Entre ces deux-là, on sait jamais s'ils vont se tuer ou se rouler une gamelle. On a aussi un parallèle intéressant dans le fait que le comte Don Pedro tombe amoureux de Béatrice et lui fait une offre de mariage, mais elle va le refuser car elle l'estime trop bien pour elle, finalement peut-être trop calme, trop sensé et en fait pas assez à la hauteur de son esprit mordant et vif. Il est bien sous tout rapport, on n'a rien à lui reprocher, mais en fait elle sait qu'elle se barbera très très vite avec lui. Ça nous rappelle presque notre Luc dans le décor, dans la mesure où jusqu'à l'épisode 6, on est loin de savoir, à commencer par la prod, que les deux sont frères et sœurs. L'héritage de Béatrice et Bénédicte va rester jusqu'au bout de la trilogie sans dévier du schéma de la pièce, puisque la déclaration d'amour se fait sur un mode peu conventionnel, venant mettre une pointe d'humour dans un contexte dramatique et avec un certain sens de la litote, mais aussi dans la manière où Anne, tout comme Bénédicte, recourt au bisou comme moyen de faire taire la femme de sa vie. Également dans le fait qu'ils font équipe ensemble dans la même quête de justice et que leur dernière scène s'organise
s'organise autour d'un léger quiproquo, vite résolu de manière heureuse dans une ambiance festive et pastorale, avec Anne, tout comme Bénédicte, qui va se payer une angoisse de dernière seconde à l'idée que peut-être sa dulcinée ne l'aime pas vraiment et qui s'est fourvoyé sur ses sentiments. Je voudrais quand même souligner une légère variante, justement au moment de la confession, acte 4, scène 1 pour la pièce et épisode 5 évidemment pour le film. Soit d'un côté Bénédicte qui clame haut et fort son amour avec une Béatrice qui tourne autour du pot tout en avouant aussi son sentiment à demi-mot. Quasiment de l'ordre de je t'aime, je sais. Je précise aussi, tant qu'on est dans la trilogie originale, que de même qu'on laisse le couple querelleur heureux et amoureux à la fin de la pièce, on n'a aucun doute sur l'union de Han et Leia à la fin du retour du Jedi. L'histoire doit s'arrêter là, parce que même si on leur veut du bien, on se doute que ce sera moins rigolo à suivre que les prises de bec dans les couloirs. Ce qui est appréciable dans cette histoire, contrairement mettons à la mégère apprivoisée, qui pourrait être une variante sur le thème des amants querelleurs, c'est que même si les personnages évoluent, ils tombent amoureux et s'acceptent tels qu'ils sont. Aucun ne force l'autre à changer, ils s'aiment avec pleine connaissance des qualités et des défauts de l'autre, et c'est en cela que ce type d'amoureux est le plus populaire, mais aussi le plus attachant, en dehors d'être marrant à suivre. On peut s'amuser à recouper et monter les scènes entre la pièce et les séquences Anne et Leia, ça fonctionne au poil, et on imagine sans problème Bénédicte se faire jeter à la carbonite pour les beaux yeux de sa chérie, tout comme il est évident que dans ces cas-là, Béatrice serait la dernière à lâcher l'affaire. D'ailleurs, dans Beaucoup de bruit pour rien, Bénédicte est prêt à mourir sans l'ombre d'une hésitation pour servir de brave vengeur à sa belle. On va par contre changer d'ambiance en se tournant du côté du héros, qui est certes un garçon bien sous tout rapport, je l'ai dit, mais qui serait davantage un prince danois, il n'est pas blondinet pour rien, qui se serait égaré dans le désert, certes, mais surtout dans la comédie de ses potos, tout en maintenant, pour son arc personnel, l'arc somme toute assez lourd et très philosophique de son ancêtre dans la force, c'est-à-dire Hamlet. Bon, c'est assez facile à dire maintenant qu'on a toute l'histoire, ce qui n'était pas forcément le cas au moment de l'écriture, mais les parallèles avec Hamlet sont en fait bien plus importants et pertinents qu'on pouvait le pressentir. En fait, plus à partir de l'épisode 5, où Kasdan a commencé à coécrire le scénario, et quelque chose me dit que Kasdan a peut-être une petite fixette sur Hamlet, mais il faudra patienter sur mon 3e épisode pour confirmer cette hypothèse. Déjà, Luke est en effet, on le sait maintenant, bien un prince, et si Padmé avait survécu, on l'imagine sans trop de problèmes en fils à maman. Luke, c'est comme je l'ai dit, le versant philo de Star Wars, le questionnement sur le destin, la volonté, le poids de l'héritage, la place dans l'univers et la création, le sentiment de perte et le vertige face à la trahison, le spectre paternel, un Oedipe compliqué, les dilemmes entre agir et ne pas agir, l'intrusion du surnaturel et bien sûr les duels avec les autres, c'est sûr, mais surtout avec soi-même. En fait, les parallèles sont vraiment vertigineux, du plus anecdotique au plus profond. Commençons par exemple par les deux compagnons qui vont servir de ressort comique. Dans la pièce, Rosencrantz et Guildenstern, qui sont clairement nés pour souffrir, car ils sont envoyés à la mort à la place d'Hamlet, et effectivement, ces deux persos peuvent très bien se transposer avec force vis et boulon et force bip dans C3PO et R2D2. Au cœur de l'arc de ces personnages, il y a quand même un message à transmettre, et donc bingo avec notre duo de droïdes où on commence justement avec un message à transmettre. Alors bien sûr, variante, car si C3PO tape autant sur les nerfs de Luke que les compagnons d'études sur ceux d'Hamlet, les deux droïdes ont des personnalités bien distinctes, ce qui n'est pas vraiment le cas dans Shakespeare, où on a du mal à distinguer entre Rosencrantz et Guildenstern. Et Luke va quand même avoir une relation fusionnelle avec R2D2, là où visiblement Hamlet se contrefichera de la mort de ses anciens comparses. Ce qui n'empêche pas que dans Star Wars, on constate que nos deux droïdes sont quand même souvent envoyés pour se mettre en danger par leurs camarades. Échec total en amour pour les deux mecs, malgré du fricotage avec Ophélie, qui ne s'avérera pas être sa sœur quand même. La relation va capoter, parce que mission avant tout, et on sait que notre pauvre Luke, qui n'aura plus que son sabre de Jedi à la main, aura misé sur le mauvais cheval en ayant le béguin pour Leia. Qui a eu la bonne idée de ne pas faire trempette dans les films? Maman par contre, mais là aussi, patience, on reparlera des parallèles. Quand même, du coup, ce serait dommage de pas mentionner que on se retrouve dans Star Wars et donc dans Hamlet avec des questions d'inceste, puisque le mariage entre Claudius et sa belle-sœur est considéré comme incestueux. Il y a quand même pas mal d'autres trucs chelous, mais je vais pas en parler ici, et que grâce à la magie de l'écriture du scénario de la trilogie originelle, on s'est quand même retrouvé avec un possible inceste frère-sœur qui était quand même pas piqué des hannetons. Je pose ça là. Bien sûr, on est dans le bingo complet sur l'intrigue principale autour de la justice pour le paternel, et ce, à plusieurs niveaux. Tout comme
comme l'apparition casquée en armure du roi sur les remparts ouvre l'action, Vador ouvre le film avec son entrée casquée en armure sur le pont du Tantive. Il faut attendre cependant l'épisode 5, bien entendu, pour le moment littéralement vertigineux, vu la chute qui va être faite derrière, de la révélation par le spectre paternel à son fils, et le choc qui en découle, la perte de tous les repères, qui est justement matérialisé par la chute. Passionnant, et on recyclera ça pour la prélogie, et le parallèle qu'on peut faire avec ce qui constitue la fin d'Anakin, homme de bien, père de Luke, tel qu'il le reconnaît. Soit, on le rappelle, le père d'Hamlet est empoisonné par un homme en qui il avait toute confiance et qui veut prendre son pouvoir et sa femme et s'installer sur le trône. Ne cherchez plus, car l'empoisonnement se fait par l'oreille, une manière très métaphorique d'évoquer des mensonges et des manipulations, ainsi que des paroles cruelles glissées par un malfaisant qui vont finir par perturber le cerveau de sa victime, le rendre fou et causer sa perte, ou en tout cas au moins lui faire perdre tout ce qui lui était cher, dont sa femme. On visualise très bien le tableau qui nous sera confirmé dans la prélogie. Palpatine manipulant Anakin, retournant son esprit, notamment autour de Padmé et de la peur qu'a Anakin de la perdre, et qui grâce à ses manipulations va en effet prendre le pouvoir et transformer sa victime en l'ombre de ce qu'elle était avant, soit un spectre, soit la vision de Vador plus machine com. Tout comme Hamlet veut venger l'âme de son père, lui permettre de retrouver la paix alors qu'il erre en état de pécheur sur la terre, Luke va s'embarquer sur une mission rédemption pour Papounet plutôt que de vengeance, bien que l'idée lui soit passée par la tête, parce que notre Luke est un Hamlet qui, lui, aurait bien tourné. On retrouve en tout cas dans la scène de la révélation les mêmes accents d'horreur que manifeste Hamlet face à la bombe jetée par son Papounet sur la réelle explication de sa mort, et le vertige face à un monde où on lui a menti, où les êtres ne sont pas tout à fait tels qu'il le pensait, d'un certain point de vue ou pas. D'ailleurs, toute cette question de perspective et de point de vue est un thème aussi important dans Hamlet que dans Star Wars. S'il faut attendre l'épisode 6 pour voir Luke se lancer dans un full cosplay prince du Danemark, soit le prince en noir tristounet mélancolique, ce que Luke fait très bien, bravo Luke, l'épisode 5 est clairement celui qui ancre définitivement le personnage dans l'intrigue de la pièce de Shakespeare. J'ai parlé de la révélation, mais le passage par la boue de Dagobah en Marcel n'est pas sans faire penser à l'un des moments les plus emblématiques de la pièce, qui est le passage par le cimetière et la boue après un faux départ du perso à l'étranger et l'instant de méditation introspective face au crâne de Yorick. Yorick Yoda, en plus, c'est marrant, ça commence tout pareil. Et ça, Star Wars nous le donne, réadapté, avec la scène dans la grotte où Luke doit contempler sous le masque la vision de sa propre tête coupée. Bien davantage, les aphorismes de Yoda et les thèmes discutés lors de ses échanges avec Luke renvoient alors sans aucun problème au soliloque culte de Hamlet, être ou ne pas être, fait ou ne fait pas, dans la mesure où l'indécision, le manque de confiance en soi du prince font écho à celle de Luke face à sa capacité à maîtriser la force, ou être de taille face à Vador, à la tentation de l'ombre, sommes-nous ou pas de vulgaires bouts de viande ou des êtres de lumière, ou dans le dilemme que veut lui poser Yoda entre choisir son entraînement ou sauter dans son vaisseau pour sauver ses amis. Action, inaction. Parenthèse, alors je mettrai également en parallèle la mort de Polonius pourfendu derrière un rideau, donc le vieil homme de service, avec celle d'Obi-Wan derrière la porte en fer, mais alors clairement uniquement de façon cosmétique, tellement c'est pas du tout la même cantine au niveau des circonstances. Hormis le look d'Hamlet à l'épisode 6, l'entrée en scène de Palpatine nous permet de reparler du fameux empoisonneur devenu roi et de deux points qui collent très bien avec Hamlet. D'une part, un duel final qui se joue comme un spectacle face à Claudius Palpatine, assis sur son trône pour bien profiter de l'action pendant que les deux autres se bastonnent devant lui, et où le dit roi va finir par se faire buter suite au duel pour ses crimes, même si ici notre Hamlet a choisi la non-violence et qu'on aurait davantage dans Star Wars l'intervention du fantôme qui viendrait se rendre justice lui-même. Mais par contre, je souligne à la fin de l'acte 3, Hamlet en train de machiner ses plans et contrecarrer ceux de Claudius, donc le roi. Ici, la lettre ordonnant sa mort est portée par Rosencrantz et Guildenstern qu'il a prévu d'échanger et retourner contre ses porteurs, où il déclare fièrement vouloir faire sauter l'ingénieur avec son propre pétard. C'est littéralement, en tout cas à notre connaissance, jusqu'à l'épisode 9 de Triste Mémoire, ce qui se passe pour Palpatoche, qui va crever dans le réacteur de la machine de la mort qu'il a appelé de ses souhaits et dont il supervise les plans et la construction. On a fait sauter l'ingénieur avec son pétard. Par ailleurs, Hamlet en marionnettiste et plus particulièrement en dramaturge et metteur en scène d'une pièce dans la pièce dans
dans l'acte 3 est transposé au poil dans l'épisode 6 où Luke organise par 2 fois des mascarades ou des scénettes. D'abord au début dans le palais de Jabba où il a disposé ses camarades dans des rôles divers et on le voit un peu en chef d'orchestre metteur en scène dans le passage du Sarlacc, et sur Andorre où il va dicter ses répliques et son rôle de divinité à C3PO, sans oublier que le même C3PO, quelques instants plus tard, va nous faire en effet une pièce dans la pièce en racontant aux Ewoks un best-of des aventures de nos héros avec effet sonore. Mais si notre doux prince parvient à ce que justice soit faite à la fin, ce ne sera pas à sa perte comme dans la pièce. Les mânes de son père sont apaisés, mais il ne finira pas empoisonné. C'est tout le sens aussi de la manière dont Luke résiste à la tentation de la colère, et donc au final les tambours des Ewoks sont nettement plus joyeux que ceux de la fin d'Hamlet qui vont accompagner la sortie des cadavres. Parce que certes, Star Wars emprunte à des éléments tragiques, on le verra dans les autres trilogies et ô combien, mais ces éléments tragiques s'inscrivent quand même globalement dans une comédie, soit une fin heureuse. Et comme je l'avais mentionné au début de l'épisode, beaucoup de comédies de Shakespeare ont tout à fait des passages tragiques, et ça n'empêche pas une issue youp tralala, ne serait-ce que dans Beaucoup de bruit pour rien, notamment autour du traitement de héros et de la personnalité du méchant de service et frère de Dom Pedro. Mais vous vous doutez que j'aurai l'occasion d'en reparler, et donc en attendant le prochain épisode consacré aux références shakespeariennes dans la prélogie cette fois, je vous remercie tout plein d'avoir suivi cet épisode. À votre bon cœur pour booster les algorithmes avec un like, un partage ou un petit commentaire sont toujours bienvenus. Je compte tout particulièrement sur mes amis fans de Star Wars qui désespéraient peut-être de me revoir parler de la saga sur la chaîne. Donc non, je n'ai pas tiré un trait définitif, mais il va quand même falloir m'encourager un peu si vous voulez que je remette plus souvent la tête dans le bac à sable. Pas de pression à part ça. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, et donc on se dit à très bientôt, et donc pour la suite de ces épisodes consacrés à Shakespeare et Star Wars.